fausse considérablement les relations que vous pouvez avoir avec les autres quand vous avez vécu des violences conjugales? Je pense en tout cas que c'est impacté. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue donc pour ce 4e et dernier épisode de Un point c'est tout, donc sur la thématique de l'importance de la prévention et que faut-il améliorer aujourd'hui à Villiers-sur-Marne. Donc on a eu l'occasion lors des précédents épisodes, la possibilité donc de voir quels étaient les mécanismes qui ramènent à une relation toxique, comment se protéger et les droits des victimes, et enfin aujourd'hui ce 4e épisode avec l'importance de la prévention. Alors Michel Migaud, pour la ville de Villiers-sur-Marne. Est-ce que vous pouvez nous parler des actions de prévention qui sont menées au sein de la ville? On l'avait déjà évoqué lors d'un épisode, mais allez, une petite piqûre de rafraîchissement, ça fait du bien pour tout le monde. Et s'il y a des pistes d'amélioration en plus, Michel? Alors, très bien, nous vous écoutons. Oui, mais c'est comme moi aussi j'ai Alzheimer en phase terminale, donc il m'arrive d'oublier. Oui. Des actions ont été menées lors de la journée internationale. Exact. Oui. Il y avait un rallye par poste qui avait été fait par le service municipal de la jeunesse. Non, moi j'y étais, c'était... Alors, si je puis me permettre, Michel, c'était important, c'était intéressant. Et aujourd'hui, je pense que ce débat-là, il doit toucher tous les services des collectivités territoriales. On ne doit pas croire que c'est uniquement les professionnels de la santé qui doivent s'en saisir. Preuve en est, tout à l'heure, Anna, tu parlais des enfants. Et ben, avec le service municipal de la jeunesse, ils ont fait un rallye par poste avec des jeunes qui avaient entre 12 et 17 ans. Et ben, certains d'entre eux se pensaient être éloignés de ces thématiques, mais on s'est aperçu que... pas tant que ça, quand même, mine de rien. Donc, ça amène vraiment à de la réflexion et que c'est intéressant. Ensuite, dans les bâtiments publics de la ville sont affichées les coordonnées des associations dédiées aux victimes de violences conjugales. D'accord. Le portail internet de la ville de Villiers aussi, où on peut retrouver tous les numéros d'appel d'urgence. Ça, c'est ce qui a été fait. Et je dirais que dans la continuité, bon, je vais mettre l'accent à nouveau sur ces actions. Super. Et puis même les amplifier, de manière effectivement que ça soit un impact au niveau de la commune. Ensuite, concernant les pistes de réflexion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en aparté, on a pour projet, c'est de créer la maison des aidants. D'accord. Donc il y a eu une réunion ce matin à la mairie par rapport à ce sujet. Et j'ai proposé, au sein de cette structure, soit créer un espace dédié justement aux victimes de violences conjugales. Et vous le voyez comment, cet espace? Alors moi je vois cet espace... Prendrait quelle forme? Ce serait un lieu donc d'information, d'accompagnement, okay, et puis un relais, donc les services pourront venir en aide aux personnes de violences conjugales. Donc ça serait des professionnels qui seraient présents, des services de la ville ou extérieurs? Comme je l'ai dit tout à l'heure au chapitre 3, c'est un sujet quand même des violences conjugales qui peut être abordé par des gens qui maîtrisent la problématique. On ne peut pas partir comme ça. Ah, c'est clair que si on ne veut pas apporter plus de fragilité à la fragilité, il vaut mieux avoir des gens qui savent de quoi ils parlent. Encadré de professionnels et des gens qui connaissent très bien le sujet. Alors, encore une fois, là je parle conditionnel, il n'y a rien, vraiment, le socle n'est pas encore... Enfin, je veux dire que la première pierre n'est pas encore posée. Mais vous disiez la maison des aidants, c'était pour les personnes avec un... La maison des aidants, c'est une structure qui va accueillir des personnes qui accompagnent des personnes en situation de handicap. Bien souvent, ce sont des membres de la famille, donc ce ne sont pas les professionnels. Cette structure a pour mission, a pour objectif, c'est d'accueillir, entre autres, comme son nom l'indique, des aidants, dans un but que ces personnes puissent se ressourcer, trouver des informations, enfin les accompagner dans les démarches. D'accord, mais des aidants en situation de handicap? Ce sont les aidés. D'accord, ok, c'est moi qui confonds tout, aidés, aidants, d'accord. Oui, c'est les aidés qui sont en situation de handicap. D'accord. Ouais, parce qu'on l'avait indiqué, on avait parlé de violence conjugale et on avait dit que ça concernait aussi les personnes qui peuvent être victimes d'handicap et ça pouvait même s'amplifier et devenir très compliqué. Dans les personnes victimes de violence conjugale, il y a certainement des personnes en situation de handicap. Oui, allez-y maître. Le chiffre est bien plus important malheureusement chez les femmes qui sont en situation de handicap. D'accord, ok.
Bah, raison de plus pour que cette maison des aidants puisse voir le jour très rapidement. Alors, et puis qu'on puisse avoir un volet sur les violences conjugales. Effectivement, ce matin, on a quelques pistes là, et puis bon, la première étape, c'est justement d'évaluer les besoins. Hein. Et puis après, au fur et à mesure, on aura toujours le loisir, effectivement, de venir imbriquer, entre autres, je l'espère, un espace dédié aux personnes victimes de violences conjugales. Oui. Donc voilà. Mais pour l'instant, je vous dis, on a pris pas mal de retard, mais bon, c'est lié quand même avec les sanitaires, bon, tout ça, ça s'explique. Bon, c'est déjà une belle idée. Vous parliez tout à l'heure de discussions qu'on a eues en aparté, vous parliez aussi du Grand Paris. Est-ce que vous... Au niveau du territoire. Alors c'est moi qui ai Alzheimer, alors du territoire, exactement. D'où l'intérêt de mettre en place la maison des aidants. Exactement, non mais pour moi aussi j'en aurais besoin. Oui, parce que effectivement, on voit bien, bon, il y a déjà des structures qui existent, je pense à Tremplin 94. Oui. Mais bon, les pauvres, Ils sont débordés. Ils sont débordés. Mais bon, il n'y a pas que Tremplin 94, hein, il y avait d'autres... C'est celle qui est bien à l'esprit. Donc je pense qu'au niveau du territoire, il y a peut-être aussi des choses à faire. D'accord. Une piste à explorer également. Piste à explorer, puis peut-être voir ce qui se passe et ce qui se fait chez les voisins. Aussi, sur le territoire, il y a 13 communes, donc il faut voir ce qui existe. Ouais. D'accord, donc sur les pistes d'amélioration, il y aurait éventuellement ce travail de collecte d'informations sur le territoire villérain, voir ce qu'on fait et voir ce qu'on peut améliorer. D'accord, avec cette maison des aidants. Et puis alors, on va dire pour conclure, mais là c'est plus général, hein. Je reprends mes petits papiers encore une fois, hein, excusez-moi. Non mais allez-y. Il faudrait que la parole des femmes, enfin de victimes, se libère et qu'elle soit prise en considération. Parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, bien souvent, quand il y a des dépôts de plainte, encore une fois, les gens sont pleins de bonne volonté. Mais encore une fois, je reviens bien sur le sujet, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Donc il faut absolument avoir affaire à des personnes formées. Oui, mais ça, c'est pas sous notre contrôle. Je pense que vous êtes plus mieux placé pour moi pour en parler, mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai constaté à travers certaines lectures. Hein. Oui. Là, je ne parle pas sur du vécu. Okay. D'où la nécessité, c'est ce que disait Sophie, de se faire accompagner quand on part au commissariat. Elle disait que ça pouvait être aussi une plus-value. Et si le commissariat, par exemple, décidait pour X ou Y raison de ne pas prendre la plainte, comme vous disiez d'ailleurs dans les petites images qui circulent, on peut changer de commissariat, quoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de rester uniquement dans le commissariat de notre lieu de domiciliation. Ensuite, concernant les conjoints violents, il faudrait que des mesures d'accompagnement soient donc prononcées, c'est-à-dire qu'il faudrait que la personne soit systématiquement, encore une fois, c'est dans l'analyse personnelle, hein, soit systématiquement, quand je mettais ça, pardon, excusez-moi, ouais, que des mesures d'éloignement soient prononcées systématiquement, avec une prise en charge dans une structure adaptée et accompagnée bien sûr d'un psy ou d'un psychiatre. Parce que, encore une fois, tout à l'heure, quand je parlais du logement, je trouve anormal que ce soit la victime qui soit obligé d'aller chercher un logement. Ouais. Ouais. C'est le monde à l'envers. Oui, même plus que ça. Et si je peux me permettre, c'est la réalité. C'est la réalité. Hein. Moi, je l'ai vécu dans ma situation. Je pouvais plus tenir. Je pouvais plus tenir, donc j'ai pris l'initiative de partir parce que des fois, oui, effectivement. Mais avant qu'on connaisse tous nos droits, et Maître Lunet en a longuement parlé, avant qu'on connaisse tous nos droits, les ordonnances de protection, etc., au tout début, quand on n'y est pas confronté, on ne le sait pas. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de se protéger, donc du coup de s'éloigner par nous-mêmes. Et moi, c'est typiquement ce que j'ai fait en allant me réfugier chez une amie. Mais dans le fond, effectivement, il était clair que c'était beaucoup plus à lui il était clairement à lui de partir. Et des fois, on est face, à des conjoints qui insistent, et qui restent et qui subsistent et qui se maintiennent dans le logement. Et donc là, on fait face, et moi, ça a été mon cas. Il faut utiliser tout un stratagème et se faire aider par un conseil juridique pour pouvoir réussir à se sortir de cette situation. C'est ça la réalité. Là aussi, on en parlait Laurent tout à l'heure, rester dans l'appartement, être entre les murs, là, peut être aussi peut également renvoyer une image de ce qu'on a vécu pendant Pour nous, les adultes,
on peut essayer de dépasser cette étape et rester dans le logement. Mais quand il y a des enfants... Mais pour eux, c'est peut-être plus compliqué. Parfois, je me vois obligée à allumer la machine, à faire du linge ou quelque chose. Je ne peux pas la faire, par exemple, à l'heure que mes enfants ils sont à la maison. Parce que le bruit, ça les déclenche des mémoires. Mon aîné, par exemple, si je mets la machine à travailler, il se rappelle du moment où son père, il a détruit les machines à coups de pied pour pas se défouler sur moi. Ouais, ça renvoie des Exactement. images. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, les murs cassés qu'on n'a pas reconstruits, etc., etc. De visualiser, c'est dur. Ouais, c'est peut-être difficile de se reconstruire en étant dans un appartement chargé d'histoire. Oui. Dans mon cas, oui, c'est très, très difficile. J'imagine. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Michel? Non, non. Vous avez d'autres questions à me poser, mais voilà, En tout cas, toutes ces pistes d'amélioration, de réflexion seront largement relayées sur tous les réseaux. Bah, merci bien, Michel. J'allais vous appeler Maître Michel. Je me suis dit, décidément, il y a beaucoup d'avocats autour de cette table. Alors, Maître Lunet, je vous renvoie juste la parole. Quelles sont pour vous les principales pistes de prévention manquantes aujourd'hui? Vaste question. Ouais, elle est pour vous, cette vaste question. Je vais essayer de tâcher d'y répondre correctement. Avant de m'engager dans cette lutte, j'ai fait un constat, en fait. Je suis partie aussi d'un constat. J'ai regardé un petit peu ce que faisait la société, ce que faisait la justice. Il y a un système aujourd'hui judiciaire qui est défaillant, ça c'est une certitude. Oui, c'est pas normal que dans des situations d'évidence, les femmes restent pas dans leur domicile et que c'est pas les conjoints violents qui sortent automatiquement. Oui, c'est pas normal que les ordonnances de protection ne sont pas systématiquement données. Oui, ce n'est pas normal que les contrôles judiciaires ne sont pas respectés et que tout le monde n'en a rien à faire. Oui, ce n'est pas normal qu'on refuse encore des plaintes aujourd'hui. Oui, ça c'est le constat. Moi, là-dessus, je fais, en tant qu'avocate, ma part de boulot lorsque on vient me voir et que, justement, il y a ces choses qui arrivent. Mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle et nous-mêmes, on n'a pas le contrôle sur ce que la justice va décider. En tout cas, à mon sens, c'est pas en se plaignant continuellement de ce système qu'on va avancer. Ce constat, il est là. Il y a aussi un constat qui est que la société, elle ne fait que depuis peu parler de ce sujet. Elle ne fait que depuis peu donner la parole à des femmes, à des hommes aussi. Comment vous l'expliquez, ça, Maître? C'est un sujet qui est tabou? Bien sûr, mais la société, il faut le dire, patriarcale, elle est encore présente. On est encore dedans. Il y a vraiment eu, je pense, un impact à l'aube de 2017, quand il y a eu tout ce mouvement MeToo qui vient finalement des États-Unis. C'est vraiment sous cette impulsion de cette année-là où il s'est passé des choses au niveau médiatique que les mouvements se sont levés, les mouvements féministes, il faut le dire. Alors, on parle très souvent, malheureusement, des mouvements extrêmes qui vont décrédibiliser complètement ce mouvement. Tous les hommes et toutes les femmes devraient juste être féministes. Féministe, ça signifie simplement qu'il y ait une égalité. Simplement, égalité homme-femme, c'est-à-dire que les hommes et les femmes puissent avoir accès aux mêmes choses et qu'elles soient traitées de la même manière. C'est juste ça. Maintenant, évidemment, au niveau médiatique, c'est pas toujours évoqué de cette manière. De toute façon, c'est un constat que la société, elle est en train de prendre conscience de choses. Et on est là aujourd'hui pour le constater ensemble. Et c'est ce côté aussi positif qu'il faut le mettre en avant. Donc, ça, c'est un constat. Au niveau de la société, il y a beaucoup de travail à faire. Et au niveau de la justice, il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? En tant que citoyen, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que représentant d'une collectivité, en tant qu'avocat, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Il y a des moyens, en fait, de faire des petites choses qui ont un fort impact. C'est la prévention et c'est la formation. Là, actuellement, je suis en train de former, là. Là, actuellement, on est en train de sensibiliser, là.
c'est déjà énorme. Bien sûr. Et véhiculer toutes ces informations, c'est déjà énorme. Alors, c'est ça qu'il faut continuer à mettre en place. La prévention, oui, il faut qu'elle devienne, qu'elle vienne partout, dans les écoles, à travers des ateliers, à travers des mises en situation, à travers des... Il y a plein de choses à faire et beaucoup de gens ont des idées. On est créatif. Donc il faut simplement laisser la possibilité aux gens de pouvoir le faire librement et d'essayer d'avoir une impulsion. Les écoles, dès la maternelle, il devrait y avoir des petits ateliers sur qu'est-ce que le respect dans les relations humaines. Oui. On sensibilise pas. C'était un exercice d'articulation que je viens de faire. Donc vous avez l'impression que dès le plus jeune âge, on devrait peut-être initier les enfants. Bien sûr, dans les écoles, il devrait y avoir des passages obligatoires. En ce moment, on parle beaucoup du harcèlement scolaire parce que c'est une réalité, surtout avec les réseaux sociaux, avec le confinement, je pense que ça a été encore plus... c'est un accélérateur. Un accélérateur, exactement. Et je vois qu'il y a de plus en plus de sensibilisation sur le sujet. Il faut faire la même chose sur les violences conjugales. Quand on voit que dans une classe, il y a un certain nombre d'enfants qui ont forcément été témoins des violences. Ouais. Et il y en a forcément aussi qui sont victimes de violences, eux-mêmes par leurs parents. Ou d'inceste, parce qu'on en parle aussi de MeToo, inceste. Et si on n'en parle pas de ce respect de l'autre, si on ne parle pas de comment on se parle, comment on communique ensemble, soit dans un couple ou même d'amitié. Dans une relation amoureuse. Relation amoureuse, d'amitié, c'est la base. Donc ça devrait être une éducation, c'est-à-dire que ça devrait être l'éducation des parents. Mais aujourd'hui, c'est un sujet qui touche tout le monde et qui doit concerner tout le monde. On doit tous se sentir concernés par ça. Parce qu'on a tous autour de nous une amie ou une cousine ou une grand-mère qui a subi les violences. Que ce soit aujourd'hui ou il y a quelques années. Dans notre vie, on en a forcément autour de nous. Donc, pourquoi la prévention, on n'en fait pas suffisamment ? C'est aussi le manque de moyens. Après, ça, moi, j'ai pas le contrôle. C'est à l'État de faire son job. Oui. Et nous, on peut faire des actions à travers les collectivités. On peut faire des actions... Là, comme aujourd'hui, alors ça reste aussi du bénévolat, ça reste aussi des moyens de... Enfin, c'est un manque de moyens aussi, parce que c'est du temps, parce que c'est aussi de l'argent, du coup. Bien sûr, je trouve qu'on se débrouille pas mal. Mais avec des peu de moyens, on peut faire beaucoup. On a l'impression d'être dans un vrai studio d'enregistrement. Mais c'est un studio d'enregistrement, en plus. C'est ça, on peut s'en sortir. Et le tout, c'est de donner des moyens à chacun, avec les moyens qu'on a, de pouvoir véhiculer tout ça. Et les associations aujourd'hui sont, faut le dire, sont démunies. Elles n'ont pas tous les moyens qu'elles voudraient en termes de moyens personnels, en termes de moyens financiers. C'est une réalité, mais donner de l'information... ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Ouais. Et pourtant, ça a un impact énorme. J'aurais une question. Mais comment expliquer, c'est mon ressenti, on en parlait tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on part de zéro. Alors moi, j'ai ma petite analyse, c'est que, vous savez, dans une relation, quand la femme, elle riposte pas, elle dit rien. Si dans une relation, l'homme est violent et la femme ne dit rien, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Ça veut dire que ça va être des petites violences qui vont être supportées par la femme. Et tant qu'elle ne dit rien, elles ne seront pas si graves que ça, et on n'en parlera pas forcément. Sauf qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, on est dans une émancipation des femmes, il faut le dire. Ça fait que 70 ans qu'elles ont le droit d'ouvrir un compte seules. Qu'elles ont le droit à vote, c'était 1945. Donc en fait, les droits des femmes, c'était hier en fait. Oui. Donc on est dans une phase aujourd'hui, dans une période où les femmes s'émancipent, elles ont des droits. Mais donc on va faire une image. Les femmes, elles ont moins de droits encore un peu actuellement, même si, dans la théorie, elles sont quasiment au même niveau. Mais comme on est dans une période où les femmes s'émancipent, les hommes, ils ne comprennent pas ça. Et tant qu'elles fermaient un peu leur bouche, ça ne crée pas de problème. Mais à partir du moment où elles s'expriment, où justement, elles sortent du silence, on n'arrête pas de dire... Mais il faut qu'elles disent quand ça va pas, il faut que on sorte, enfin il faut qu'elles sortent de leur silence.
Mais c'est à ce moment-là, justement, où elles sortent de leur silence, c'est à ce moment-là que les violences, elles sont bien plus graves et que les moyens doivent être là. Et le problème, c'est qu'on est dans une phase seulement dans la société de compréhension, de prise de conscience de ce phénomène, alors que c'est là où on en a le plus besoin, puisque les femmes, elles sont en train de se... J'aime pas ce mot rebeller, parce qu'en fait, de prendre leur, c'est juste, elles s'expriment. Oui, c'est ça. Puis, et après, en face, liberté. C'est ça. Mais en face, les hommes ne comprennent pas, que ce soit les hommes violents ou les hommes pas violents. Forcément, eux, ils le vivent comme une agression. Il y en a beaucoup des hommes qui supportent pas cette idée que le féminisme existe, parce que ça reste une... c'est pas une attaque, c'est pas vécu comme une attaque, mais c'est... Oui. Ouais. Du coup, ça crée forcément des frictions. Oui. Et forcément, on est dans cette période-là. Mais on ne part pas de zéro, parce que ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du changement. Mais là, on est dans une phase, effectivement, peut-être dure, de transition. Mais dans tout changement, il y a un noyau ou une période qui est difficile, parce que c'est vraiment le période de bascule. Mais pas de bascule pour passer à les femmes vont devenir l'ascendant des hommes, c'est pas ça. Juste cette bascule pour que tout le monde soit à égalité. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que de revenir un peu à l'histoire, ça permet aussi de relativiser un peu. De comprendre quand les gens disent oui, mais ces mouvements de féminisme là, c'est bon, il y en a marre, mais de comprendre aussi pourquoi et voilà d'où on est parti. Parce que quand on n'a qu'un bout de l'histoire ou quand on a envie d'entendre uniquement ce qu'on a envie d'entendre, c'est un peu compliqué. Mais là, d'accord. Est-ce que l'intervention de Maître Lunet amène à des réactions, des commentaires? Est-ce que vous souhaitez dire des choses? Est-ce que parmi le public présent, il y aurait des âmes sensibles qui souhaiteraient s'initier au micro et parler? Est-ce qu'il y a des questions? Non, sur les réactions de Maître Lunet. Ah, vas-y, Patricia, tu voulais venir? Alors viens, rapproche-toi. Non, mais viens, rapproche-toi. On va faire le switch. Allez. Ah, tu restes pas. Je te laisse la place. Il faut parler juste au micro, Patricia. Voilà. Patricia qui se fait désirer. Tout à fait. Est-ce que tu as des questions, Patricia? Alors, j'ai pas trop de questions du coup, parce que vous avez un peu répondu aux questions. Parce que moi, je suis responsable de la prévention. Je suis intervenante spécifique d'action sociale et de prévention. Je sais qu'on a déjà eu... à l'escale des cas de femmes violées. Du coup... Qui étaient mariées, violées, des violences, il y avait plein de choses. Et moi, je faisais des cours linguistiques. Et du coup, la personne qui est venue me voir a attendu plus d'1 an pour venir me voir, cette femme, qui m'a expliqué justement qu'elle était dans des difficultés et elle ne savait pas quoi faire et à qui s'adresser. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai appelé le CCAS de la ville parce que j'avais pas d'outils vraiment. Puis j'étais pas spécialisé vraiment dans ça, donc je savais pas quoi faire. Et quand je vous entends parler, je me dis si ça doit arriver, comment on peut vous contacter directement? Quel est le suivi que la personne va avoir? Si elle a des enfants, effectivement, le logement, est-ce que elle va avoir un logement tout de suite d'urgence? Est-ce qu'elle va être prise en charge? Nous, en tant que professionnels, qui on peut appeler aussi? Parce que moi, j'ai appelé CCAS parce que je travaille avec eux. Enfin, voilà, on est en lien. Je sais que s'il y a un souci, on sait qu'on peut se renseigner là-bas. Mais voilà, si ça doit arriver à quelqu'un et qu'il n'y a pas de professionnel pour l'accompagner, comment la personne peut se débrouiller, entre guillemets, toute seule et voilà. Alors, vous avez remarqué que Patricia, elle vous a posé une question. Et parmi la question, il y en avait au ça, moins c'est 7 moi. ou 8. Je suis désolé. Il y avait 7-8 questions. Alors, faites vos choix. On va essayer de répondre très rapidement. Et après, on donnera la parole à Anna et à Sophie. Alors, si je tâcher de répondre aux questions, mais qui sont très intéressantes, effectivement. Et c'était un peu l'objet de vraiment... le début de ma réflexion quand j'ai créé SafeWife, c'était ça. C'était de centraliser toutes les informations parce qu'elles ne savent pas vers où aller. Et quand j'ai créé la plateforme, parce que c'est pas juste mon programme, c'est pas juste SafeWife à travers des posts, c'est ma plateforme. C'est-à-dire j'ai créé une plateforme et mon rêve, c'est que ça soit une plateforme de référence. Oui. C'est-à-dire que les femmes, elles se posent une question, elles vont sur la plateforme
Ça, il faut que ça devienne un automatisme. Vraiment, c'est mon rêve. Le rêve deviendra réalité. Je l'espère avec vous. C'est que vraiment, ça soit une plateforme de référence où elles aient toutes les réponses à leurs questions, toutes les clés sur cette plateforme. Mais c'est quand même aberrant que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais oui. Mais pour moi, c'est... Mais moi, si j'avais tous les moyens et si j'avais le temps, en une semaine, je vous la fais. Et vraiment, je vois parfaitement comment elle doit être avec des partenariats. Parce qu'en réalité, moi-même, je suis rien seule. J'ai besoin d'avoir des partenariats en tant que psychologue, partenariats en tant qu'assistante sociale, des partenariats avec les collectivités, des partenariats avec les avocats, parce que moi je suis avocat au barreau de Meaux, mais en fait toute la France va pas se diriger vers moi, et c'est pas mon but. C'est pas mon but. Oui, j'aurai plus de clients, mais c'est pas mon but. Vraiment, de toute façon, je suis tellement débordée, je sais pas comment je ferais. C'est vraiment pas mon but. L'idée, c'est de créer une plateforme sur laquelle les femmes, elles auraient tout accès. Ouais. Et c'est forcément en fait un lieu de repère. Et quand on se pose la question effectivement vers qui se diriger, aujourd'hui comme réponse, comme ma plateforme n'est pas encore optimale dans l'idée que j'ai de la faire, c'est diriger vers une association qui est spécialisée là-dedans. Parce qu'elle aura forcément les partenaires, les avocats partenaires, qui j'espère sont bien spécialisés. Elle aura accès aux professionnels aussi, les psychologues. Aujourd'hui, alors... La justice et les associations sont assez, on va dire, fermées sur juste le professionnel de psychologue. Mais en fait, on a parlé de MDR tout à l'heure, on peut parler de sophrologie, on peut parler de plein d'outils aujourd'hui qui aident les femmes. Le rapport au corps, il doit être remis au centre aussi, parce que elles se mettent à côté de leur corps pour survivre dans leur situation. Oui. Et il faut réinsérer... les femmes dans ce rapport au corps et de créer des ateliers de massage, et ça dans les associations, heureusement ça existe encore, mais les manques de moyens, voilà, et il y a les associations donc, qui peuvent vous aider, et puis c'est les avocats qui sont aussi des piliers lorsqu'ils sont formés et spécialisés sur la question. Et la formation, malheureusement, ça, à part moi, faire des ateliers qui d'autres permettront à former d'autres encore. C'est aussi ça mon objectif, c'est de créer des sortes de cercles pour que ceux que je forme à leur tour d'autres personnes. Ouais, et en fait, ça fasse effet boule de neige. Et l'idée, ça serait que les professionnels que je formerais, ils seraient au contact, ces gens-là, auprès des femmes. Parce qu'on n'en parle pas, mais vous, on est venu vous voir parce que vous étiez... dans cette institution-là. D'autres, ça va être parce qu'on va chez le coiffeur et on va discuter avec sa coiffeuse, parce qu'on s'y sent bien, et c'est notre seul moment, notre seul espace. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir former ces personnels-là, ces professionnels qui, justement, sont avec ce public-là, qui se confient, et où on ne serait plus dans une société où, quand on vient nous voir parce qu'on nous fait part de faits de violence, on ne sache pas quoi dire. Moi, maître, si je puis me permettre, j'ai participé à une formation justement sur cette thématique, mais il n'y a pas meilleure formation que celle que je suis en train de vivre actuellement. Honnêtement, et je vous le dis en toute honnêteté, le fait d'entendre des témoignages de personnes, ça, c'est pas de la théorie, c'est véritablement, c'est du concret, de la pratique, et c'est là où on se trouve petit face à ces problèmes, et où on se dit, ah ouais, il y a vraiment besoin d'aller chercher l'information et de pas dire n'importe quoi, parce que le sens que je vais donner, mes mots, risque d'avoir un impact qui peut changer considérablement la vie de cette personne. Et j'ai même envie de dire que les bons contacts vont peut-être permettre d'avancer rapidement ou au contraire de régresser rapidement. Exactement, c'est très vrai. Donc un grand remerciement en tout cas pour vos témoignages. Allez, dernière, là c'est bon, t'es parti. Non, c'est pas une question. C'est pas une question. Vas-y, alors c'est quoi ce que je trouve intéressant, le fait qu'il y a des personnes qui ont, que vous soyez là en tout cas, expliquer votre expérience. Je pense que voilà, ça peut rassurer des personnes qui l'ont vécu, et surtout se dire qu'on peut s'en sortir. Parce que quand j'ai vu le premier confinement qu'on a eu au mois de mars l'année dernière, quand j'ai vu les taux d'augmentation de l'intrafamilial, des violences intrafamiliales et conjugales, j'étais très choqué parce que je me suis dit les gens n'arrivent pas à vivre ensemble pendant 2 mois et demi, alors que voilà, c'est pas normal.
Je me dis, voilà, ça a été une augmentation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé, que j'ai appelé aussi, pour dire, t'as vu ce qui se passe, quoi. Moi, j'ai bien vécu avec mon fils, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu besoin de le taper. Non, mais c'est vrai. Attention, nous sommes écoutés. Voilà, et j'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai été choqué, en fait, de l'augmentation. Ouais, voilà. Et j'étais pas la seule. Mais je pense que tout le monde a été pris de court par le Covid, et le Covid, ça a réveillé beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça rassure de savoir qu'il y a des structures comme vous, des personnes qui arrivent à parler à visage découvert, même s'il y en a qui parlent avec visage couvert. Hein. Moi, j'ai déjà vu des émissions comme ça. Et c'est vrai que ça rassure, et on se dit on peut se faire aider, et que c'est pas normal. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, parce qu'il y a des violences aussi sur les hommes, qui pensent que c'est normal. Le fait de vivre comme ça, oui, c'est ça. Ils ont pris des habitudes, et que c'est normal. Et que c'est pas normal. Et pour moi, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un partage. On peut avoir des conflits et être pas d'accord, mais un minimum de respect. Et je pense que quand ça dépasse, quand ça arrive au coup, ou même des violences verbales, c'est pas normal. Et on doit se remettre en question et se poser les bonnes questions surtout. Vous avez déjà une bénévole, maître. Là, elle est partie pour intégrer le programme Safe Way. J'aime cet engouement. Et une de plus. Mais voilà, on est très content que. C'est ça. Voilà. Franchement, on est très content que Sophie nous a contactés. Et je suis très content de travailler avec vous. Vraiment, ça me touche vraiment. Parce que je sais que c'est pas normal et que voilà. Il y a dans le monde entier, voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas heureux. Cela, voilà, et ça fait plaisir de voir des gens comme vous en tant que bénévole ou même professionnel. Voilà. Moi, je disais, ce qui est bien, c'est qu'on met des mots sur des mots, MAUX, et ça, c'est le fait d'en parler. On est déjà dans une thérapie de groupe. Allez, on peut se tenir la main. Si je peux me permettre juste une petite phrase que j'ai entendue ce matin. J'écoutais un podcast d'un philosophe Lenoir qui disait que le mot crise, vous parliez de Covid, le mot crise en chinois, il veut dire à la fois danger et à la fois opportunité. Oui, c'est vrai. Donc cette crise aujourd'hui, il faut aussi le voir s'en saisir comme quelque chose de positif malgré tout. Et c'est la note positive. Quand c'était Sophie qui disait, j'utilise ce qui se passe de ce que j'ai vécu dans mon couple. Et c'est pareil au niveau collectif. Exactement. Exactement, c'est éviter de s'auto-flageoler comme vous disiez, et puis avancer et s'en servir comme expérience. Est-ce qu'on peut avoir le témoignage de Anna et Sophie? Si vous deviez mettre en avant une ou deux propositions en matière de prévention, quelles seraient-elles? C'est à vous, c'est maintenant, c'est sur ce live, un point c'est tout. Moi, c'était vraiment les points d'écoute et les ateliers pour vraiment réveiller, ouvrir les yeux aux jeunes, pour qu'ils ne fassent pas, après un adulte, les mêmes bêtises qu'un des parents ils ont pu faire. Ça serait très important. Et un point d'écoute pour les femmes, pour traverser et pour finir le... Ça rejoindrait un peu la maison des aidants, si oui. Ce que disait tout à l'heure Michel. Je pense que c'est une très bonne idée, oui. Des professionnels qui puissent avoir une écoute attentive à ce qui est dit. Ok, très bien. Sophie? Du coup, j'ai un peu plus qu'une initiative. Fais-toi plaisir si on peut faire avancer le problème. Mais je vais tâcher de le résumer. Alors, effectivement, il y a déjà certaines initiatives qui ont été citées. Moi, je reviens toujours à mon parcours et à ce que j'ai vécu comme expérience. On a évoqué un certain nombre d'institutions. Je pense que à aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est autorité, commissariat et gendarmerie mérite d'être accompagné. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on a parlé des personnes formées. Ils font partie des points de focus, des premières personnes qui peuvent être amenées à être sollicitées sur ces situations-là. Et pour l'avoir vécu en termes d'accueil, en termes de compréhension, c'est-à-dire d'empathie, et d'accompagnement et d'accompagnement lorsqu'on vit ce genre de choses, ça mérite clairement. Je pense que de toute façon, l'État, effectivement, à travers les différents Grenelles contre les violences faites aux femmes qui ont lieu ces dernières années, je sais qu'il y a des actions qui sont en cours ou qui ont déjà été faites. Néanmoins, je pense que c'est insuffisant, clairement, parce que les associations, de toute façon, ne sont pas suffisantes. Et je pense que même en termes de formation, si on devait faire un bilan, je serais curieuse de connaître combien de commissariats, de gendarmerie ont été audités
quels ont été les résultats de ces formations, combien de personnes ont été formées. Donc je pense que concrètement, même moi je le dis aussi, je serais prête à le faire, j'ai aucun problème à aller dans un commissariat ou dans une gendarmerie en faisant part de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'un syndrome de stress post-traumatique, à quoi ça ressemble quand quand on vient en tant que victime et qu'on n'arrive pas à parler parce qu'on a subi des violences, que du coup nos propos peuvent être mal interprétés et du coup que ça peut mettre complètement, ça peut même retourner la situation vis-à-vis de l'auteur. Donc tous ces phénomènes-là, parce qu'il y a aussi la responsabilité, nous notre action, comme a dit Maître Lunet, de faire le pas, mais il faut savoir aussi que donc il y a l'empathie, l'écoute, la compréhension, et il y a aussi c'est la réalité des choses. On est face aussi à des auteurs qui ont un pouvoir de manipulation et qui du coup vont retourner des situations et voilà, en tant que victime de violence, on va pas être écouté ou notre plainte va être peut-être pas suffisamment prise en compte ou refusée. Donc pour moi, c'est un des premiers points, c'est que à aujourd'hui, en termes d'action de formation et de sensibilisation, ça mérite clairement d'être mené et d'être suivi de manière très rigoureuse dans ces institutions-là. Je sais que même parce que j'ai personnellement participé à un Grenelle, c'était en 2019, à un Grenelle contre les violences faites aux femmes dans le 94, en présence du préfet et sous-préfet. Après, je n'ai eu que des échos, mais paraît-il que dans certains commissariats, effectivement, des audits avaient été menés justement pour voir quelle était la qualité de l'accueil, etc. Et c'est pour ça que je dis, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui a été conclu suite à ces différents audits et inspections qui ont été menés. Je pense aussi, on en a longuement parlé, c'est qu'en termes de milieu associatif, évidemment, il y a des structures qui existent ailleurs, comme vous disiez, Monsieur Michel Migaud. C'est peut-être aussi de voir ce qui se passe dans d'autres villes à côté. Donc, dans le 94, par exemple, il n'existe pas une maison des femmes. On a évoqué cette association qui, pour le coup, en termes de structure, regroupe tout ce que vous pourriez apprécier à la maison des aidants, typiquement psychologue, juriste, médecin, infirmière, enfin toute une structure qui est complète. Elle existe aujourd'hui à Saint-Denis et je propose et j'invite la ville de Villiers-sur-Marne avec les services qui font partie de la ville de Villiers à justement aller à la rencontre de cette structure que je connais et effectivement je soutiendrai cette initiative pour que justement ça puisse peut-être donner un déclic et je pense que l'objectif, en plus de la fondatrice, Dr Rada, est évidemment que chaque département, chaque ville ait sa petite maison des femmes à son échelle. Donc ça aussi, c'est une proposition que je tenais à mettre en avant. Et puis effectivement, le dernier point qui rejoint ce que disait Anna, c'est les ateliers. Donc on peut aussi très bien... vous faites déjà des choses à Villiers-sur-Marne pour sensibiliser dans les écoles, dans les lycées. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont prises avec les enfants, etc. Évidemment, et Maître Lunet le disait aussi, la prévention, elle commence par les enfants, par l'éducation. Donc, de toute manière, c'est essentiel et fondamental. Donc, je pense qu'il y a matière à travailler sur des ateliers qui pourraient prendre des formes différentes. Mais je pense aussi qu'on peut très bien imaginer, toujours en collaboration avec Safe Wife et la ville de Villiers, c'est de mettre en place des ateliers où notamment il y aurait de l'écoute vis-à-vis d'anciennes victimes qui accepteraient de faire partie de ces ateliers justement pour pouvoir échanger et les accompagner dans leur reconstruction. Et puis ça pourrait être aussi l'occasion d'être totalement inclusif et d'intégrer les hommes, donc des auteurs ou pas forcément des auteurs. Moi, je reste persuadée que s'il n'y a pas en fait une inclusion, on va aussi passer à côté d'un message fondamental. Et Maître Lunet le disait très bien, à aujourd'hui, quand on parle de féminisme, ça devient totalement péjoratif et on en perd le sens. Enfin, dans le féminisme, il y a quand même la base du mot qui est féminin.
Donc voilà, c'est pour moi très important de mettre en avant que aujourd'hui, on ne perde pas de vue le message qui n'est pas non plus de venir étriquer et de venir, on va dire, tout le temps taper sur la tête des hommes, entre guillemets, enfin voilà, être tout le temps dans un message négatif. Il y a une réalité qui existe, qui est la violence faite aux femmes, certes, mais il y a aussi une autre opportunité qui, pour moi, doit être saisie et qui est fondamentale, c'est l'inclusion des hommes dans le débat, dans les échanges et dans la participation. Moi, je le vois clairement au quotidien, dans mon travail. Je le dis, je suis une femme dans l'industrie. Je ne travaille quasiment qu'avec des hommes. Je le répète tout le temps, mais ça m'a fait grandir parce que j'ai appris des choses et que voilà, ça a été très formateur pour moi. Et parfois, je les aide aussi à comprendre certaines situations ou à aussi leur faire percevoir que des fois, voilà, ils doivent avoir plus d'empathie pour comprendre le point de vue des femmes. Donc, les deux ont besoin. Les femmes ont besoin d'être écoutées, de pouvoir remonter l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes. Et aussi, il faut faire un travail qui est essentiel avec les hommes pour qu'ils comprennent que voilà, quand on parle de féminisme ou quand on parle de certains sujets, il s'agit tout simplement de respect aussi. Voilà. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est le respect. Et on parle d'égalité financière en termes de leurs droits, etc., etc. Il faut voir le chemin par lequel on est passé. C'est pas pour rien que Gisèle Halimi ou Simone Veil se sont battues pour qu'il y ait tout simplement un respect des droits. Et les gens très souvent confondent. Moi, ça m'est arrivé, pour vous donner des exemples, vous avez voulu l'égalité. Donc maintenant, débrouillez-vous. C'est le message, enfin voilà, on l'entend assez régulièrement, je pense qu'on l'a tout au moins tous entendu une fois. Donc je pars du principe qu'à aujourd'hui aussi, nos actions doivent être inclusives et absolument en présence des hommes pour justement avoir quelque chose qui donne aussi de l'écho et de la force à notre message et pour que, je l'espère profondément, puisse donner d'autres initiatives dans d'autres villes. Voilà. Merci Sophie. Merci, oui, on l'espère. Un grand merci, mais en tout cas à vous quatre. Alors j'aimerais remercier, je vais faire le petit tour de table, c'est le moment émotion. Sophie, Yana, un grand remerciement parce que vous nous avez apporté énormément et vous avez fait avancer le débat. Et je pense que si on avait un peu plus d'émissions comme celle-ci qui donnent la parole à des femmes et à des hommes victimes de violences, on pourrait avancer et comprendre peut-être un peu plus ce phénomène pour pouvoir apporter des solutions adéquates. Un grand remerciement de nous avoir fait découvrir aussi le programme Safe Wave avec Maître Lunet ici présent. Donc si vous souhaitez la voir, je ne donnerai pas le nom du tribunal où elle exerce, même si elle l'a dit. Sinon, vous risquez d'avoir énormément de personnes. Un grand remerciement pour toutes vos précisions, pour l'investissement. Et moi, je suis quasiment convaincu, Maître, que cette plateforme sera la plateforme de demain. Et en tout cas, nous, au niveau de la ville de Villiers-sur-Marne, on s'y consacrera avec vous et on vous accompagnera dans cette démarche pour que ce programme ne soit pas qu'un programme connu qu'entre nous et que ça puisse dépasser le Val-de-Marne, l'étranger, tout ce que vous voulez, que ça voyage. Michel, un grand remerciement de ta participation au niveau de la ville, représentant donc conseiller municipal qui nous a expliqué un peu le positionnement de la ville, ce qu'on mettait en place, qui reste encore à améliorer, et cette maison des aidants qui reste ici dans la tête. Un grand remerciement à Patricia, ici présente, donc qui partage mon quotidien, non pas dans ma vie privée, mais au niveau professionnel. Un grand remerciement à la femme de l'ombre, qui est Dora Haddad, qui était tout à l'heure avec nous, et c'est elle qui murmure à l'oreille des décisionnaires, et je trouve cette phrase très jolie. Un grand remerciement pour ce que tu es, ce que tu nous apportes. Un grand remerciement au service municipal de la jeunesse. Voilà, je vois donc Franck, je vois Alpha Baba. Un remerciement aussi à la chef de service qui est Yamina Amara. Safe Wave, Sophie, Anna, Maître Lunet, Dora Haddad, un grand remerciement à vous. Et puis on vous donne rendez-vous en tout cas prochainement. Sachez que ces épisodes, les 4, sont diffusés en différé sur toutes les plateformes. Et puis j'ai envie de vous dire le mot de la fin comme on a l'habitude de faire. Un point, c'est tout. C'est tout, c'est bon. Merci à Tarek aussi. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Le
Le jour où j'ai posé mes yeux noirs sur ton visage, j'ai jeté l'encre pour l'éternité sur ton rivage. Bleu était la mer, j'y voyais le sable fin, notre avenir. Pour le meilleur et pour le pire, le sablier du temps s'était brisé sous nos pieds. Les horloges de Dali fondaient comme l'or de Nairobi. Jamais je n'avais tenu chose si précieuse dans ma paume. Le pouvoir de te rendre heureuse. Demain le soleil ne sera plus qui tu es. Et ce matin, la lune en est témoin. Ta métamorphose va faire couler des larmes.